J'ai une mémoire photographique. Vous connaissez cette expression qui dit que quelque chose est une épée à double tranchant? Eh bien, j'ai une aptitude qui est exactement cela. Une bénédiction et une malédiction en même temps. Je m'appelle James et j'ai une mémoire photographique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je peux en fait me rappeler des images de mémoire après les avoir vues une seule fois, même si ce n'est que pendant une fraction de seconde. Si je lis un livre une fois, je peux le réciter sans problème. Et je me souviens des petits détails comme la robe qu'une fille portait lors de mon premier jour de classe, jusqu'aux petites fleurs dans le tissu, même des années plus tard. Même quand j'étais petit, je pouvais me souvenir de tout ce que je vivais avec tant de détails que j'émerveillais mes parents et mes professeurs. Je décrivais parfaitement les visages de personnes que je n'avais pas vues depuis l'âge de 4 ou 5 ans lorsque j'étais à l'école primaire. Et je me souvenais même parfaitement de ce qu'elles portaient ce jour-là, même des choses futiles comme la façon dont elles étaient coiffées ce jour-là, ou si elles portaient un bracelet ou non. Ma mère adorait me poser des questions sur ce qui s'était passé certains jours, en faire un jeu, mais ce n'était pas toujours amusant. Vous voyez, quand vous avez une mémoire eidetique, les gens s'attendent en quelque sorte à ce que vous arbitriez tous les différends qui vous impliquent. J'en étais la preuve vivante et irréfutable que ma mère et mon père avaient raison sur quelque chose et cela est devenu très vite gênant. Cela ne veut pas dire que mes parents se disputaient tout le temps ou me traumatisaient de quelque manière que ce soit, mais je voulais vraiment me cacher et faire semblant de ne pas écouter leurs questions quand ils m'appelaient pour leur dire qui avait raison. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une bénédiction à bien des égards. Le fait d'avoir une mémoire photographique m'a permis de réussir à l'école sans avoir à faire d'efforts supplémentaires, de lire les manuels une seule fois ou de regarder le tableau noir pendant quelques secondes. Les souvenirs de la leçon que mon professeur avait écrite étaient immédiatement ancrés dans mon cerveau. Et grâce à cela, je n'ai jamais réellement eu à m'asseoir et à étudier comme le faisaient mes camarades de classe. J'ai réussi tous les tests que j'ai passés et j'ai eu de très bonnes notes, ce qui a fait de moi l'élève le mieux noté de ma classe. Et les professeurs m'ont adoré. Je ne leur ai jamais vraiment causé de problème, même si je me suis vite ennuyé car je n'avais pas du tout besoin de noter les leçons. Les gens me disaient toujours que j'étais intelligent et j'adorais recevoir les éloges. Mais à vrai dire, parfois les autres étaient agacés par moi. La facilité avec laquelle j'avais fait tout cela les dérangeait. Et on s'est moqué de moi pendant le lycée. Heureusement pour moi, j'avais beaucoup de gens qui m'aimaient aussi et j'avais donc un groupe de soutien sympathique, des amis qui seraient toujours à mes côtés. Regarder des films était aussi à la fois très cool et très frustrant dans ces conditions. Je me souviens de dialogues entiers de films que j'avais détestés. Et même quand j'ai tellement aimé le film, je ne peux pas le regarder à nouveau après la première fois, car je me souviens de chaque petit détail et cela gâche le plaisir. Bien sûr, vous savez ce qui vous attend quand vous regardez un film que vous aimez, mais se souvenir de tout sans manquer un seul moment rend le tout vraiment ennuyeux. J'ai eu de la chance, vraiment, car j'avais un autre talent qui correspondait parfaitement à ma mémoire photographique, et c'était le dessin. Je pouvais fermer les yeux et voir les traits d'une personne avec une telle précision que c'était comme avoir une photo juste à côté de moi. Donc je ne me suis jamais trompé sur un seul détail. C'est formidable et cela m'a aidé à devenir un bien meilleur artiste que je ne l'aurais été autrement. Ce qui est vraiment affreux, c'est quelque chose que vous avez probablement vu venir. Quand vous avez un mauvais souvenir, un de ceux que vous voulez désespérément oublier, vous ne pouvez tout simplement pas. J'ai eu un accident quand j'étais adolescent. Un accident vraiment horrible. Personne n'est mort, mais je peux encore voir les morceaux de verre partout. Le sang de ma mère qui suintait de son bras. La façon dont la jambe de mon père était mal orientée. Il a dû se faire opérer pour ça. Je deviens extrêmement anxieux à chaque fois que je vois le même modèle de voiture rouge que celui qui a causé la collision. Il m'a fallu des années pour me sentir encore un peu mieux à ce sujet. Et pourtant, cela n'a jamais vraiment disparu. J'aurais aimé pouvoir effacer ce souvenir de mon cerveau, mais il est coincé là, comme ceux de tous les autres événements que j'ai vécus. Parfois, je me demande si ma mémoire photographique est une malédiction ou une bénédiction. Mais peut-être que je ne devrais pas m'en inquiéter. Comme la plupart des choses dans la vie, elle a un bon et un mauvais côté. Et même si parfois j'aimerais pouvoir vivre sans elle, je sais qu'elle fait partie de ce qui fait de moi la personne que je suis maintenant. Et dans l'ensemble, je m'aime plutôt bien. Alors, malédiction ou bénédiction, j'accepte ma situation unique et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton et abonnez-vous pour en obtenir d'autres. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos sur cette chaîne. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Jim et je peux vraiment tirer des toiles d'araignée. Laissez-moi vous raconter comment cela est arrivé. Tout jeune, j'étais un grand fanatique de super-héros. Je regardais tous les films qui s'y rapportaient et je lisais aussi toutes les bandes dessinées.
Mon préféré était sans aucun doute Spider-Man. Je pensais qu'il était le plus cool, et je me suis toujours demandé ce que ça ferait de pouvoir avoir ces super pouvoirs. Je me suis beaucoup identifié à Peter Parker. C'était un geek et il avait un sens de l'humour peint sans rire dans les bandes dessinées. Je l'aimais tellement et il avait même une belle petite amie. Je m'imaginais être comme lui à tous égards, et j'espérais pouvoir faire en sorte que cela devienne une réalité. Mais en grandissant, j'ai commencé à être vraiment obsédé par cette idée. Y avait-il un moyen de changer ma vie et de l'améliorer? Faire de moi un véritable homme araignée? J'ai commencé à me poser des questions, à envisager différentes options. Il m'a fallu un certain temps pour trouver une idée que je pensais viable, mais finalement, elle n'est venue. Et si je commençais à manger des araignées? Je sais que ça paraît fou, mais je me suis dit qu'il n'y aurait rien à perdre et beaucoup à gagner. Après tout, si je n'avais pas de super pouvoir, je mangerais simplement quelques vilaines bestioles. Les gens du monde entier mangent des insectes, et il ne leur arrive jamais rien, donc je savais que c'était assez dur. J'étais assez obsédé pour vouloir tout essayer pour réaliser mon rêve. Alors j'étais vraiment déterminé. Au début, j'allais dehors et je cherchais des araignées, en grignotant chacune de celles que je trouvais. Au début, c'était tellement dégoûtant, mais il n'a pas fallu longtemps pour que je m'habitue à la sensation et au goût. Au bout d'un moment, franchement, j'ai commencé à aimer ça. Mais à vrai dire, entre l'école et les devoirs, je n'avais pas le temps de chercher partout de nouvelles araignées à essayer. Je continuais à attraper et à manger toutes celles que je trouvais, mais je savais qu'il devait y avoir un moyen plus facile et plus rapide d'essayer de nouvelles espèces. J'ai donc décidé d'aller sur Internet. Et comme on peut pratiquement tout acheter en ligne, j'ai rapidement trouvé quelques sites sur lesquels je pouvais commander des araignées. Des boîtes ont commencé à arriver tous les jours. Et j'en mangeais le contenu avec une frustration croissante. Il ne se passait rien. Ça ne marchait tout simplement pas. Je me suis dit que je devais peut-être chercher des fournisseurs plus sommaires. Peut-être trouverais-je alors la bonne sorte d'araignée. Une araignée qui n'avait pas été si bien soignée au départ. J'ai commandé à une poignée de vendeurs différents et j'ai continué à échantillonner les insectes entrants. Un jour, un gros paquet est arrivé. Il était rempli de quelques araignées de mon choix. Et j'ai surpris de voir que l'une d'entre elles brillait légèrement. Se pouvait-il qu'elle soit radioactive, tout comme celle qui avait mordu Peter Parker? Mon cœur battait la chamade quand je l'ai croqué. Mais à ma grande déception, il ne s'est rien passé. J'étais tellement abattu. J'ai pensé que si l'une avait une chance de me faire tirer des toiles, ce serait celle-ci. Je suis allé me coucher et je me suis endormi, prêt à abandonner. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ma vie allait changer à jamais pendant mon sommeil. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant si bizarre. Je n'étais pas sûr de ce qui n'allait pas, mais je sentais des picotements dans tout le corps. Je me suis demandé si j'avais eu une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça en mangeant l'araignée rougeoyante. Je me suis précipité dans la salle de bain, mais j'ai réalisé que je me sentais parfaitement bien. Sauf que ma peau semblait encore picoter. Alors je me suis demandé, peut-être que ça avait marché après tout. Peut-être avais-je développé des super pouvoirs après tout. J'ai essayé en bougeant ma main comme Spider-Man le fait dans les films. Et ça a marché. J'ai tiré des toiles vers l'avant et ça a collé contre le mur. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais si heureux. Finalement, après des semaines à manger des araignées, j'avais atteint mon rêve le plus fou. C'était incroyable. Et j'ai essayé plusieurs fois, juste pour vérifier si je n'avais pas un rêve ou une hallucination. Mais c'était vrai. J'étais vraiment comme Spider-Man. Mais je vais être parfaitement honnête, je ne suis pas un héros ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne lutte pas contre le crime et je n'utilise pas mes pouvoirs pour le bien de tous. Je suis paresseux et je ne crois pas à toute cette histoire d'oncle Ben. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, dit-il. Mais je ne veux pas risquer ma vie et aller sauver des gens. J'utilise surtout mes pouvoirs pour attraper des choses qui se trouvent à l'autre bout de la pièce quand je me sens fainéant et que je ne veux pas me lever, ou pour impressionner mes amis. En parlant de mes amis, ils ont vraiment flippé quand ils ont découvert mes pouvoirs. Je leur avais tout dit sur mes projets et ils s'étaient moqués de moi en parlant de manger des araignées. Alors quand je suis arrivé à l'école et que je leur ai dit que j'avais acquis des super pouvoirs, ils se sont moqués de moi encore une fois. Bien sûr, ils ne m'ont pas cru. Je leur ai donc dit que je leur montrerai après la fin des cours, car je ne voulais pas que tout le monde découvre mes pouvoirs. Ils étaient très sceptiques. Ils ont accepté de venir chez moi après la classe juste pour prouver que je mentais. Imaginez leur surprise quand, après avoir fermé la porte de ma chambre, je me suis retourné et j'ai tiré une toile de mon poignet. C'était tellement cool de leur prouver qu'ils avaient tous tort. Mes amis ne cessent de me demander d'utiliser mes pouvoirs pour les aider, et je suis parfois d'accord. Ce sont mes amis après tout, même s'ils ne croyaient pas en moi au début.
Merci d'avoir regardé. Quel super pouvoir auriez-vous si vous deviez choisir? Laissez-nous un commentaire et dites-le nous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Bonjour, je m'appelle Alison et je suis née avec un demi-visage. Je sais que ça peut sembler fou, mais j'aurais préféré que ça ne soit pas mon imagination car ma vie n'a pas été facile. Ma mère est tombée enceinte de moi après avoir essayé d'avoir un enfant pendant des années. Mes parents ont fait plusieurs tests de fertilité, vous pouvez donc imaginer leur joie quand le docteur leur a annoncé la bonne nouvelle. Mes parents étaient si contents d'apprendre qu'ils allaient enfin avoir une petite fille. Le problème était que quand mon visage a commencé à se développer dans l'utérus, les docteurs ont remarqué quelque chose de bizarre. Chaque échographie qu'ils ont réalisée ont montré quelques caractéristiques étranges. Et au début, ils pensaient que c'était un problème avec leur machine. Ils ont donc reproduit le test encore et encore avec différents équipements et personnels. Peu importe le nombre de fois qu'ils réalisaient l'échographie, mon visage était toujours le même. La moitié de mon visage manquait. Ils ne savaient pas comment l'annoncer à ma mère car c'est une maladie qu'ils n'ont jamais vue avant. Ils ont réalisé d'autres tests et après avoir compris que ce n'était pas le résultat d'une erreur, ils ont finalement fait asseoir mes parents pour leur annoncer la terrible vérité. Leur petite fille allait naître avec seulement la moitié du visage. Ma mère et mon père se sont assis totalement abasourdis. Ils ne pouvaient pas croire que quelque chose comme ça pouvait arriver. Imaginez à quel point ils étaient inquiets. Est-ce qu'un bébé pouvait être en bonne santé avec que la moitié de son visage, de sa tête et de son cerveau? Ils étaient sous le choc. Et quand je suis finalement née, ma mère était convaincue que je n'en avais pas pour longtemps. Elle était si triste et ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas me lâcher, pensant que ça pourrait être les premières et dernières minutes passées à mes côtés. Étonnamment, je n'ai pas seulement survécu, mais j'étais un bébé en bonne santé. Je n'avais qu'un œil, la moitié du nez, de mes lèvres, tout à moitié. Les docteurs ont dit à ma mère que je devais passer une IRM pour vérifier mon cerveau, et ils ont été surpris de voir que même en n'ayant que la moitié, mon cerveau fonctionnait correctement et qu'aucune fonction n'était affectée. Ma mère était soulagée, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle m'appelait son petit miracle. Ça ne la dérangeait pas que j'avais l'air bizarre, elle m'aimait de tout son être. Certes, mon père avait du mal au début avec mon anomalie, mais après quelque temps, il a compris que mon physique ne comptait pas. J'étais heureuse et mignonne, et il m'adorait. Alors oui, mes parents étaient vraiment géniaux. Ils m'encourageaient et ils étaient vraiment cool avec moi, en m'élevant du mieux qu'ils pouvaient. Enfant, je n'avais pas remarqué que j'avais une apparence bizarre. Après tout, j'étais encore jeune. Je me suis dit que beaucoup de personnes étaient comme moi. Ma mère et mon père m'encourageaient beaucoup. Je me sentais donc toujours aimée. Mes parents s'inquiétaient parfois que je ne puisse pas faire les choses que les petites filles font d'habitude. Mais je leur ai prouvé à chaque fois le contraire. Je pouvais manger normalement comme les autres enfants, en mâchant que d'un seul côté. Et je voyais le monde autour de moi sans aucun problème. Au début, à quatre pattes, et puis en courant partout, comme si j'avais deux yeux. Les docteurs étaient très impressionnés de mon développement et je pense qu'il y avait plusieurs articles médicaux qui parlaient de moi. Ça ne me dérange pas vraiment. Si ça peut aider un bébé qui est né avec les mêmes problèmes que moi, pour qu'il ait une vie meilleure, je suis encore plus heureuse d'être étudiée. Le problème a commencé quand j'ai commencé à grandir. Je remarquais que les gens me regardaient de travers et me pointaient du doigt dans la rue. Les autres enfants refusaient également de jouer avec moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Dans ma tête, j'étais tout à fait normale. Clairement, je ne l'étais pas. Ma mère et mon père ont essayé de m'inscrire dans une école normale. Pendant quelques années, c'était mon quotidien. J'étais vraiment très jeune et je me faisais harceler tous les jours. Je pleurais dans les bras de ma mère tous les soirs. C'était très dur. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mes camarades de classe ne voulaient pas être mes amis. Finalement, ma mère a décidé que c'était trop pénible pour moi de continuer à aller à l'école. J'ai été donc retirée de l'école et j'ai commencé à étudier à la maison. J'ai été diplômée avec les honneurs en n'ayant que des A. Vous pouvez penser que c'est parce que ma mère est professeure, mais elle ne surveille ni ne note les examens prescrits par l'État. Ça m'a pris du temps pour accepter mon apparence, et encore plus avant de comprendre que si les gens me dévisageaient, je devais simplement les ignorer. C'est blessant d'être moquée et ridiculisée. Mais je suis forte et je refuse d'abandonner simplement, car les gens ont des préjudices. Après avoir été diplômée, j'ai décidé de postuler à l'école de médecine. Je voulais être docteur pour aider les gens souffrant d'étranges maladies ou pathologies. Ma demande expliquait les difficultés que j'ai vécues durant toute ma vie et comment j'ai surpassé chaque épreuve que j'ai rencontrée.
Ça a semblé impressionner le conseil car j'ai été admise du premier coup et ils m'ont même offert une bourse d'études. Tout se passe très bien à l'université. Pour la première fois de ma vie, je me suis débrouillée pour me faire des amis. Je peux donc dire fièrement que ce sont les plus belles années de ma vie. Dès que j'obtiendrai mon diplôme, je suis motivée à utiliser mes connaissances et mon expérience pour aider les gens à surpasser leur pathologie et faire en sorte qu'ils soient heureux en profitant de la vie. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà été harcelé jusqu'à quitter une activité que vous aimiez? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Salut, je suis Tara, et il y a quelques mois, j'ai découvert que mon père vivait une vie secrète. Cela a complètement chamboulé ma vie familiale et a ruiné toutes nos vies. J'aurais tellement aimé ne jamais avoir découvert la seconde vie de mon père. Maintenant, je ne sais pas comment réparer les dégâts que j'ai faits. J'ai toujours été de nature curieuse, et ce depuis que je suis toute petite. Si je flairais une énigme autour de moi, j'avais immédiatement le besoin de la résoudre. C'est pourquoi le comportement étrange de mon père a attiré mon attention. Et j'ai décidé de mener ma petite enquête, ce qui a détruit ma vie. Avant de vous raconter le secret de mon père, je vais vous parler un peu de ma famille. Vous ne pourrez pas comprendre tout ce qui s'est passé si vous n'en savez pas plus sur eux. Je suis la plus jeune d'une fratrie de 3 filles. Cindy et Rose ont 2 et 4 ans de plus que moi. Et nous avons toujours été très proches. J'ai eu une enfance joyeuse, à jouer dans le jardin avec mes sœurs. Maman était toujours dans les parages, à prendre soin de nous et de la maison. Elle était mère au foyer et pas une tire au flanc. Elle cuisinait, nettoyait et avait toujours du temps pour jouer avec nous ou nous aider à faire nos devoirs. Mon père était un grand fournisseur. Il avait un bon salaire et s'assurait que nous n'avions besoin de rien. Il rentrait souvent à la maison avec des cadeaux comme des jolies robes ou des jouets pour nous. La vérité est que nous étions heureux, du moins c'est ce qu'il me semblait. Mon père était incroyablement aimant, mais semblait toujours très occupé. On avait très vite compris qu'il travaillait pendant des heures et qu'il devait régulièrement partir en voyage d'affaires. C'était normal pour nous et nous n'avons jamais remis en question ses absences, au moins jusqu'à ce qu'il se mette à agir avec négligence. Vous voyez, après tant d'années à fouiner un peu partout, il est devenu paresseux, pensant que nous ne découvrirons jamais ces drôles d'affaires. Il avait tort et cette erreur a fini par tout mettre sans dessus-dessous. Tout le monde dans la maison commençait à remarquer son comportement bizarre. Il arrivait plus tard que d'habitude, gardait son téléphone à l'écart de la famille et regardait ses messages en cachette. Si c'était pour le travail, serait-il autant angoissé en lisant ses mails? J'ai pensé que ça n'avait aucun sens, alors j'ai décidé que je devais enquêter sur ce qui se passait. Il sortait même de la maison pour passer des coups de téléphone, ce qui semblait normal au départ, mais associé avec le reste de son drôle de comportement. Ça m'a rendue encore plus suspicieuse. Ma mère ne se rendait pas compte de son comportement, mais je pense qu'elle essayait de fermer les yeux sur la situation. Maintenant, je pense que j'aurais fait la même chose. Un jour, alors que mon père faisait les magasins, je me suis installée devant son ordinateur, puis j'ai essayé de le déverrouiller. À ma grande surprise, le mot de passe était incroyablement facile à deviner. C'était sa date d'anniversaire. J'ai levé les yeux au ciel en pensant à quel point il pouvait être idiot. Mais ma distraction ne fut que de courte durée. Il avait plusieurs onglets d'ouverts et l'un d'entre eux était sa boîte mail. Je l'ai parcouru et plus je lisais, pire cela devenait. J'étais totalement choquée par ce que je voyais. Mon père échangeait des mails avec une autre femme. Elle s'adressait à lui avec un autre nom, un faux nom, et apparemment elle avait un enfant avec lui. Il y avait des photos de mon père avec cette femme et mon demi-frère qui devait avoir au moins 10 ans de moins que moi. Je ne me sentais pas bien. Comment mon père pouvait-il nous faire quelque chose d'aussi affreux? Trahir ma mère et mentir à sa famille. J'ai pris une capture d'écran de tout ce que je venais de voir et je me suis empressée d'aller le montrer à mes sœurs, à la recherche de conseils. Elles étaient tout aussi furieuses que moi et après mou débat, nous avons finalement décidé de dire toute la vérité à notre mère. Comment pouvons-nous garder un tel secret? Maman ne nous croyait vraiment pas au départ. J'imagine qu'elle ne voulait vraiment pas se rendre à l'évidence, mais nous ne lui avons pas laissé le choix. Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées et c'est alors qu'elle n'eut plus le choix que de reconnaître la vérité. Après ça, tout fut hors de contrôle. Maman a confronté notre père à la vérité, puis l'a expulsé de la maison. Comment pourrais-je la critiquer d'avoir fait ça? Il nous avait menti à tous. Non seulement il avait trompé maman, mais en plus, il nous avait caché une seconde famille. Maman a rempli les papiers du divorce la semaine qui suivit et cette situation a complètement déchiré notre famille. Je me sens misérable et je n'ai pas vu mon père depuis plus de 2 mois. Je sais que j'ai un demi-frère quelque part et je ne sais même pas comment le contacter.
Papa ne répond plus au téléphone et mes sœurs ont le cœur brisé. La vérité est que j'aimerais n'avoir jamais fait ces recherches sur le secret de mon père, puisqu'il ferait toujours partie de ma famille et que ma famille ne serait pas détruite. Je me sens tellement responsable de ce désordre, mais je sais que mon père est celui à blâmer. Il nous a menti. Et maintenant il a complètement disparu. Il est notre père. Il devrait être capable d'affronter ses erreurs maintenant qu'elles ont été découvertes. Papa, si tu écoutes, appelle-nous. On est toujours en colère contre toi, mais tu nous manques tellement. Merci d'avoir regardé. Avez-vous des conseils pour faire face à ce genre de problème? Laissez un commentaire et dites-nous en plus. Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder nos autres vidéos. Vous savez à quel point quand tu peux ressentir la peur quand tu es toute seule dans ta chambre et que tu entends un bruit de collision dans la nuit? Ou quand tu es sur le point de sauter à l'élastique au bord de la falaise? Ou peut-être quand ton estomac te fait mal juste avant un examen? Je parie que vous avez déjà ressenti ce genre de peur plusieurs fois dans votre vie, selon votre courage ou selon le mode de vie que vous avez vécu. En fait, le truc est que je n'ai jamais ressenti ce genre de peur, pas une seule fois dans ma vie, ni même quand j'étais un bébé, une gamine, et certainement pas quand j'étais une jeune ou une adolescente. Je m'appelle Krista, et croyez-le ou non, je suis née sans la possibilité de ressentir la peur. Ça semble complètement fou, non? Vous avez totalement raison si vous pensez que ça l'est. Ma mère me raconte partout de quand j'étais petite. Dans le passé, Krista, tu n'as jamais pleuré. Je pensais avoir le bébé le plus sage au monde. Mais quand tu as commencé à ramper, je ne pouvais pas te laisser seule une seconde. Tu étais prête à faire des choses que les autres enfants de ton âge n'auraient jamais fait. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 superbes années de plus. Croyez-moi, ça marche. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'ai jamais eu peur des gros chiens. Et j'ai essayé de grimper sur toutes les surfaces que je pouvais. J'ai essayé de boire des produits qui brillent, et bien sûr, ces produits venaient du placard des produits ménagers. Imaginez combien de fois ma mère a dû me rattraper pour m'empêcher de me faire mal. Maintenant, ne pensez pas que je ne me suis jamais fait mal. Je me suis blessée plein de fois, croyez-moi, et ça fait super mal. Le truc est que ce sont deux choses qui ne sont jamais en lien jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mes parents, bien sûr, m'ont emmené voir plusieurs docteurs et spécialistes. Ils m'ont fait passer plusieurs tests, essayant de trouver ce qui n'allait pas avec moi. Ils m'ont branché sur ces machines en me montrant des images et vidéos, tout en mesurant la réaction de mon cerveau. Apparemment, comme les docteurs l'ont expliqué à mes parents, la partie de mon cerveau qui expérience la peur n'est tout simplement pas active. Un docteur a demandé « Est-ce que Krista est tombée sur la tête quand elle était petite ?» Ma mère s'est sentie coupable d'être une mauvaise mère en entendant ça. Elle ne l'était pas, mais ça l'a fait réfléchir. Et si elle avait fait quelque chose qui a endommagé cette partie de mon cerveau? Et si après tout c'était sa faute? Elle a commencé à pleurer et à se sentir mal. J'étais en colère envers le docteur et je n'ai pas hésité à le lui dire. Vous pouvez imaginer que nous avons dû quitter l'hôpital rapidement. Ce n'était pas un bon jour, mais je ne regrette pas de m'être emportée envers le docteur pour le bien de ma mère. Mes parents, ma mère et mon père, étaient de très bons parents pour moi. Et ils étaient très patients. Ils ne méritaient pas d'être pointés du doigt pour leur irresponsabilité ou autre chose comme ça. J'étais simplement différente, c'est tout. Nous n'avons jamais découvert pourquoi cette partie de mon cerveau ne fonctionnait pas. Et quand mes parents ont essayé de savoir si une opération pouvait me soigner, la réponse était presque toujours négative. Quelques docteurs pensaient que c'était possible, mais les risques étaient trop grands et je pouvais finir handicapée à vie. Ça ne méritait pas la peine de prendre ce risque. Je déteste regarder des films d'horreur, croyez-moi. C'est ennuyant. Rester assis en s'ennuyant pendant que les autres crient et se tortillent dans tous les sens en couvrant leurs yeux. Je soupire simplement et m'ennuie à mort. Les monstres ne me font jamais peur, et les tueurs ont l'air tous idiots. J'ai aucun plaisir à écouter des histoires qui font peur autour d'un feu, non plus. Je n'aimais pas le camping comme les autres enfants. Savez-vous aussi ce qui ne m'amusait pas? Les montagnes russes, ainsi que les autres activités qui font monter l'adrénaline pour soi-disant s'éclater. Ça ne me faisait rien. Je restais assise en m'ennuyant à écouter les gens crier et reculer. C'était à mourir d'ennui, et les gens se demandaient quel est mon problème. Croyez-moi, si je gagnais une pièce à chaque fois que j'entendais quelqu'un demander « C'est quoi ton problème ?» je serais riche. C'était quasiment inévitable que je commence à sortir avec des bandes de fous quand j'ai commencé à aller au collège. Je pense que j'essayais de ressentir ce que je n'ai jamais réussi à expérimenter avant. Ils me poussaient à essayer des cascades de plus en plus folles. Et le niveau de danger augmentait à chaque fois. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Elle me suppliait au début de ne plus le faire. Puis elle me grondait et me punissait. Mon Dieu, elle a tout essayé, la pauvre femme. Ma mère essayait de me raisonner comme ça.
Krista, chérie, tu dois comprendre. Tu ne peux pas ressentir la peur. Oui, mais tu peux te faire mal et ça t'arrive souvent. Combien de fois as-tu été à l'hôpital? Les autres penseront que je suis une mauvaise mère. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, arrête-toi et pense si c'est moi qui le faisais. Si la réponse est non, alors ne le fais pas. Et en théorie, ça semblait bien. Je veux dire par là que je pouvais arrêter et penser si ma mère le ferait ou non. Mais en pratique, je n'ai jamais eu le temps. C'était trop tard et je réalisais à quel point j'avais merdé. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que je suis rentrée chez moi avec mon jean déchiré, avec des éraflures et des ecchymoses. Ou pire encore, mes amis me faisaient faire un parcours et nous allions au parc pour essayer de faire ces cascades folles tout le temps. C'est très amusant. Ils se défiaient entre eux pour faire ces mouvements de malade et j'étais la seule qui acceptait toujours. Quelle que soit la dangerosité. J'étais l'enfant qui faisait des choses que personne d'autre ne voulait essayer. Vous pouvez donc imaginer à quel point ça a mal tourné en peu de temps. Je me suis cassé le bras 3 fois, ma cheville droite 1 fois et ma cheville gauche 2 fois. J'ai dû aller aux urgences plusieurs fois et j'ai même dû aller voir un psychothérapeute 2 fois par semaine pendant environ 1 an. Ça a vraiment mal tourné et ça inquiétait beaucoup mes parents. Autre chose que je pouvais faire facilement pendant que mes amis avaient vraiment du mal était de sortir avec des gars. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Les filles avec lesquelles je sortais attendaient longtemps que l'homme qu'elles aiment fasse le premier pas. Elles étaient trop timides ou avaient peur de se faire rejeter si elles faisaient le premier pas. Cela ne me faisait rien. Si quelqu'un refusait de sortir avec moi, j'allais voir un garçon mignon, puis en lui souriant, je demandais « Hé, veux-tu sortir avec moi ce soir ?» Simple et efficace. Certains garçons étaient stupéfiés que je sois si directe. Honnêtement, j'ai rarement été rejetée. La plupart du temps, ils acceptaient, soit parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils étaient impressionnés par mon audace et qu'ils voulaient tenter leur chance avec moi. C'était vraiment amusant de ne pas avoir à attendre que quelqu'un me demande de sortir avec lui. Vous savez, au moins il y avait un bon côté du fait de ne jamais ressentir la peur. J'étais la seule de mes amies à avoir passé la nuit avec un gars. Et c'était tout simplement sur lui que j'étais tombée, le plus beau garçon de l'école, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Il m'a dit « Tu as du cran, Krista, j'aime ça !» Et tout le monde nous dévisageait surpris. Tout le monde pensait qu'il allait demander à la capitaine des cheerleaders de sortir avec lui. Mais il était impressionné par mon attitude et a préféré sortir avec moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, même si à la fin ça n'a pas fonctionné entre nous. Nous sommes toujours amis. C'est un super gars. À l'université, j'ai rencontré Gavin, le gars le plus beau que je n'ai jamais connu. Il n'était pas seulement beau, mais aussi très intelligent et ouvert d'esprit. Il me faisait rire tous les jours. Et quand il a découvert que je ne pouvais pas ressentir la peur, Gavin a décidé que sa mission dans sa vie serait de me faire peur. Le pauvre, il a tout essayé. Mais rien n'a jamais fonctionné. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Et il avait beaucoup d'idées pour me faire peur. Il me sautait dessus dans des endroits sombres en me criant dessus. Il se cachait sous mon lit en attendant que je me couche pour attraper ma main. Il m'a même attendu dans un parking déguisé en monstre et il me courait après. À chaque fois, je le dévisageais entre confusion et amusement. Il était si mignon quand il était frustré. Je pensais que c'était mignon, mais il était vraiment déçu. C'était drôle pour moi, mais j'adorais le voir essayer encore et encore. Si je devais être honnête, j'aimerais savoir comment on se sent quand on a peur. Je me sens parfois seule car je ne peux pas comprendre un des aspects de l'être humain. Quelques personnes pensent que je suis folle, et qui sait, peut-être le suis-je vraiment. Le problème est que ne jamais avoir peur peut amener dans des situations vraiment dangereuses. Laissez-moi vous raconter quand j'ai failli être poignardée à cause de mon problème. Vous voyez, un soir je marchais dans le parc tard. Bien sûr, une fille normale ne ferait certainement pas ça, mais je n'avais pas peur. Tout à coup, un gars assis sur un banc m'a interpellée. Il avait des habits déchirés, les cheveux en pétard et avait l'air très sale. Mais ça ne semblait pas être un danger pour moi. Donc, sans avoir cet instinct de peur que n'importe qui pourrait avoir dans ces circonstances, je m'approchai de lui. Et puis l'homme brandit un couteau devant moi. Il me menaçait en espérant que je fasse ce qu'il me dise, comme on me l'a toujours dit. « Donne-moi tout ton argent ou je te plante !» À la place, je le dévisageais en secouant ma tête insouciante que je suis. Je lui ai dit « Dans tes rêves, pauvre type, je ne te donne pas mon argent !» Ce qui a semblé le choquer. Le gars a essayé de me poignarder, mais je l'ai évité. J'ai compris que j'étais dans une situation dangereuse. J'ai alors essayé de m'enfuir. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur ou quoi que ce soit. Au lieu de me suivre, le gars a couru dans la direction opposée. Il semble être celui qui a eu peur.
Je suis sûre qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi dans le passé. Quand j'en ai parlé à mon copain et à mes parents, ils étaient choqués. C'est exactement la raison pour laquelle ils s'inquiètent pour moi depuis fort longtemps. Et si la prochaine fois le voleur me faisait du mal? Bon, heureusement, ça ne s'est jamais reproduit, et maintenant j'évite les coins sombres quand je suis seule. Ma mère me l'a fait promettre, et je n'aime pas briser les promesses que je fais. Encore aujourd'hui, Gavin et moi sommes toujours ensemble. Il est super, même s'il ennuie tout le monde dans notre entourage avec ses tentatives de me faire peur en permanence. Souvent, il finit par faire peur à quelqu'un d'autre dans sa tentative. Ma mère l'a engueulé sérieusement une fois, et depuis, il arrête ses tentatives quand elle nous rend visite. Même si je ne m'en soucie pas, pour moi c'est drôle et mignon. Je ne pourrai certainement jamais avoir peur. Mais maintenant, je l'accepte comme étant une partie de moi. Comme le fait d'être une brunette et d'avoir des taches de rousseur. Voilà, c'est mon histoire. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez plus avoir ce genre de peur? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. J'ai une vision au rayon X. Bonjour, je m'appelle Barry et j'ai une vision au rayon X. Cela doit vous paraître absolument fou et j'imagine que vous ne me croyez probablement pas. Mais écoutez-moi. J'étais un garçon tout à fait normal avant que cela n'arrive. Je n'ai pas été mordu par une araignée ou exposé à des produits chimiques bizarres ou quoi que ce soit de ce genre. Je me suis juste réveillé un matin et soudain, quelque chose m'a semblé étrange. Je n'avais pas compris ce qui se passait au début car j'étais encore endormi. Je pouvais voir la rue juste devant ma maison et cela me semblait si insolite puisqu'il y avait toujours un mur à cet endroit. Ce n'était pas comme si je regardais par la fenêtre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, mais je pouvais toujours voir la rue. Quand je me suis frotté les yeux et j'ai regardé à nouveau, le mur était là une fois de plus. Je me suis dit que je devais rêver, et je me suis réveillé juste après. Comme un de ces rêves hyper réalistes, vous savez. Alors je suis allé dans la salle de bain et j'ai pris une douche, mais ça s'est reproduit. Je pouvais voir l'arrière-cour de ma maison au lieu du mur. J'étais complètement paniqué et j'ai sauté de la douche. Est-ce que cela pourrait être possible? Je me suis séché, je me suis habillé en vitesse et j'ai couru dehors. J'ai plissé les yeux et j'ai regardé autour de moi. À ma grande surprise, je pouvais facilement voir à travers tout ce que je voulais. Je pouvais revenir à ma vision normale, puis à le rayon X avec une facilité croissante. C'était stupéfiant. Je pouvais à peine croire ce qui se passait, mais je savais maintenant que je ne rêvais pas et que cela arrivait vraiment. Tout a changé à partir de ce jour-là, comme vous pouvez l'imaginer. Je savais qu'il ne fallait pas parler de mes pouvoirs aux gens. Certains me prendraient pour un fou, d'autres pourraient être effrayés. Et si le gouvernement essayait de m'attraper et de faire des expériences sur moi ou quelque chose comme ça? Je me suis tu et j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout était différent. Je pouvais voir à travers les murs, les bureaux, les papiers et même les vêtements. En tant qu'adolescent, vous pouvez imaginer à quel point je m'amusais avec cette capacité particulière. Vous seriez surpris de savoir combien de personnes se promènent sans sous-vêtements sous leurs vêtements. Je ne m'attendais certainement pas à ce que ça soit si courant. Peut-être une personne plus courageuse que moi et bien plus désintéressée aurait utilisé ce pouvoir pour lutter contre la criminalité ou quelque chose de formidable comme ça. Je n'avais pas ce pouvoir en moi. Je n'étais qu'un adolescent et j'ai essayé de mener une vie relativement normale avec les avantages que m'offrait la vision au rayon X. Je n'en ai même pas parlé à mes parents, même si j'étais tenté de le faire de temps en temps. Je ne savais pas comment ils allaient réagir, mais j'avais tellement de questions. J'aurais donné n'importe quoi pour obtenir des conseils judicieux, mais j'ai décidé qu'il valait mieux le garder pour moi. Quand il s'agissait de jouer à cache-cache, personne ne pouvait me battre. Je trouvais des gens en quelques secondes et j'étonnais mes amis par mes capacités. J'ai aussi commencé à faire semblant d'être médium à l'école et à deviner les cartes que mes camarades de classe choisissaient. C'est devenu un petit tour amusant et j'ai même gagné de l'argent grâce à cela, car certains d'entre eux ont décidé de parier que je ne pourrais pas continuer à bien deviner. Cela m'a donné une idée. Dès que j'étais assez âgé pour visiter un casino, j'ai commencé à amasser une fortune énorme. Je n'étais pas assez bête pour gagner à chaque fois, car cela m'aurait attiré toutes sortes d'attentions négatives et je ne voulais pas être accusé de tricherie. Mais je gagnais quand je faisais de gros paris, et j'ai fini par devenir millionnaire très jeune. J'ai acheté à mes parents une maison de retraite pour qu'ils puissent se détendre au lieu de travailler si dur. Et ils m'en ont été très reconnaissants. Mes parents m'ont donné la meilleure enfance possible, et je voulais leur rendre l'appareil pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai offert à mon père une nouvelle voiture et à ma mère un voyage à Paris. Ils étaient éblouis mais hésitaient à accepter mes cadeaux. Ils ne voulaient pas que je jette mon argent par les fenêtres, ils ont protesté.
Mais finalement, je les ai convaincus de profiter de ces cadeaux. Finalement, j'ai décidé que je ne voulais plus garder ce secret vis-à-vis de tout le monde. J'ai donc appelé certains de mes amis chez moi et je les ai fait asseoir. Je leur ai tout expliqué. Comment je m'étais rêvé un jour et j'avais découvert que j'avais une vision au rayon X. Comment j'avais triché dans les casinos pendant les parties de poker. Au début, ils ne m'ont pas cru, bien sûr. Je m'attendais à ce qu'ils soient sceptiques. Alors je leur ai montré que je ne mentais pas. J'ai demandé à un de mes amis d'aller dans la salle de bain et d'écrire des mots au hasard sur un morceau de papier. J'ai activé ma vision au rayon X et j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Ils ont vérifié s'il y avait des caméras, croyant que je leur faisais une farce. Finalement, je leur ai dit la couleur exacte de leurs sous-vêtements, puisque cela ne pouvait être vu sans aucune caméra que j'aurais pu installer dans la maison. Ils étaient en admiration absolue et ont commencé à me poser toutes sortes de questions. Nous avons passé des heures à parler de comment c'était possible et de tout ce que je pourrais faire à l'avenir avec mes pouvoirs. Mais je leur ai aussi fait promettre de ne jamais en parler à personne. Je leur faisais entièrement confiance, donc je sais que mon secret est bien gardé. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je révèle mon histoire si c'est un si grand secret. Eh bien, comme vous l'avez peut-être deviné, mon nom n'est pas vraiment Barry. C'est un nom que j'ai choisi au hasard. Je fais cette vidéo pour découvrir s'il y a d'autres personnes comme moi quelque part. Des gens qui ont une vision au rayon X ou peut-être d'autres pouvoirs. Je suis sûr qu'on pourra se retrouver même si je n'ai pas révélé ma véritable identité. Merci d'avoir regardé. Quel pouvoir choisirez-vous si on vous en accordait un seul? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Tabitha et j'ai une rare maladie de peau. Au lieu de laisser les médecins me traiter, je me suis arraché toute la peau. Laissez-moi vous raconter comment c'est arrivé. Depuis que je suis bébé, j'ai eu des problèmes de peau. Ma mère remarquait que j'attrapais ces horribles rougeurs et elle devait mettre des chaussettes sur mes mains quand j'étais petite pour éviter que je me gratte. Vous pouvez vous faire une idée du nombre de fois où elle m'a emmenée à l'hôpital. J'ai vu tellement de médecins. J'ai oublié beaucoup de ces visites, étant donné qu'elles ont eu lieu avant que j'aie 5 ou 6 ans. Énormément de spécialistes différents ont examiné mon cas et ont demandé à ce que je passe tout un tas de tests. Au début, mes parents pensaient que c'était une sorte de réaction allergique. Puis ils se sont dit que ce devait être une maladie génétique. Ensuite, ils ont pensé à un problème environnemental. Mes parents ont déménagé de notre première maison, inquiets que quelque chose là-bas me fasse peut-être du mal. Mais les rougeurs y apparaissaient encore et encore. Tout mon corps devenait rouge et était couvert d'affreuses cloques. Ça m'énervait au plus haut point et je n'arrivais pas à m'arrêter de me gratter. Ça ne faisait qu'empirer la situation. Ma mère a acheté toutes sortes de remèdes que je devais prendre. Je devais aussi essayer des crèmes et des lotions hydratantes. À un moment, mes parents ont tenté la médecine holistique. Une femme gentille, mais étrange a pratiqué le Reiki sur moi et d'autres méthodes de guérison New Age. Ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez vous imaginer à quel point mes parents étaient désespérés. Ils voulaient que je sois en bonne santé et que je puisse avoir une vie normale. Alors ils continuaient de me renvoyer à l'école, bien que je manquais énormément de cours au fil du temps. Je ne pouvais pas aller dehors et jouer avec les autres enfants, et il m'était interdit de courir ou de sauter. Ma mère craignait que je m'écorche la peau et aggrave mon cas. J'avais l'impression de vivre dans une petite bulle isolée, et j'étais tout le temps si triste. Même si mener une vie normale était difficile au vu des circonstances, je refusais catégoriquement d'être scolarisée à domicile. Mes parents étaient hésitants en écoutant mes protestations, mais ils ne voulaient pas m'isoler davantage. Alors finalement, ils acceptaient toujours que je continue d'essayer. Dites-vous que je connaissais mieux l'infirmière scolaire que tous mes professeurs. Elle avait tellement l'habitude de me voir qu'elle était étonnée quand je n'étais pas envoyée à son bureau tous les jours. Comme vous pouvez l'imaginer, j'avais peu d'amis. Les autres élèves me regardaient, soit avec inquiétude, soit avec dégoût. Ils pensaient tous que ma maladie était contagieuse, même si ce n'était pas le cas, même si je leur expliquais sans arrêt. Ils ne semblaient pas me croire. Les élèves les plus méchants se moquaient de moi sans relâche, m'affublant des surnoms les plus désagréables et faisant semblant de s'enfuir quand je m'approchais d'eux, comme si j'étais un monstre. Je m'enfermais dans les toilettes et pleurais presque tous les jours. Je me sentais très malheureuse. Je souhaitais être normale, comme tous les autres enfants de l'école. Heureusement, j'avais 2 amis, pour qui ce à quoi je ressemblais n'avait pas d'importance. Ils me soutenaient et me défendaient quand j'étais harcelée. Sam et Lucie étaient extraordinaires. Ils faisaient abstraction de ma maladie de peau et aimaient mon sens de l'humour et ma personnalité. Ils venaient souvent chez moi après l'école,
pour jouer et pour que nous passions du temps ensemble. Et je pouvais même aller dormir chez eux. Au début, les parents de Sam étaient aussi inquiets que ma maladie soit contagieuse. Mais après avoir parlé avec ma mère et mon père, ils ont compris que ce n'était pas le cas. Ils étaient la raison pour laquelle je ne voulais pas être scolarisée à domicile. Je pouvais au moins passer mes journées avec eux au lieu d'être enfermée chez moi comme si j'étais un genre de monstre. Maman s'inquiétait beaucoup pour moi et elle a essayé de me convaincre d'aller voir un thérapeute. J'ai refusé catégoriquement. Je sais maintenant qu'elle aurait dû me forcer à y aller, car ça m'aurait aidé à gérer ma maladie de manière saine. Mais à cette époque, j'avais l'impression d'être déjà assez bizarre et je ne voulais pas que les autres me traitent de folle en plus de ça. J'avais 16 ans quand j'ai eu la brillante idée d'essayer de retirer ma peau. Pas toute la peau bien sûr, juste les premières couches. Comment me suis-je dit que c'était une bonne idée ? Eh bien un jour, je suis arrivée à la maison et maman n'était pas là. Elle avait démissionné de son travail pour pouvoir prendre soin de moi, mais elle s'occupait de certaines tâches ménagères dehors. J'avais eu une importante éruption cutanée ce jour-là. Et ça me grattait tellement que j'avais envie de crier. Comme personne n'était dans les parages, je pouvais me gratter tranquillement sans que quelqu'un me fasse me sentir coupable ou étrange. J'ai enlevé un peu de peau sèche sur mon bras, et à ma plus grande surprise, la peau en dessous avait un bien meilleur aspect. Évidemment, c'était rouge et sensible, mais il n'y avait ni cloque ni démangeaison. Alors je me suis dit, et si je continuais ? Si j'enlevais la peau qui n'était pas saine, peut-être que je pourrais avoir une vie normale. Petit à petit, j'ai commencé à retirer ma peau. Vous devez vous demander si ça me faisait mal. Je pensais que ça allait être très douloureux, mais ça ne me gênait pas du tout. C'était comme si j'étais presque insensible à la douleur, du moins en ce qui concernait ma peau. Chaque jour, je retirais un peu plus de peau. Je me cachais de mes parents et de mes professeurs, sachant qu'ils me disputeraient. Je le faisais donc en privé, par exemple quand je prenais ma douche ou tard le soir dans ma chambre. Au début, je portais des vêtements à manches longues et des jeans pour que personne ne remarque ce que je faisais. Ma peau était incroyablement rouge. Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais je faisais aussi apparaître ces longues et horribles cicatrices à chaque fois que j'enlevais un bout de peau. Ça ne se voyait pas quand c'était rouge, mais quand ma peau devenait plus pâle, on ne voyait que ça. Sans me rendre compte du mal que je me faisais, je continuais de retirer toute ma peau jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que cette couche très rouge. La seule partie de ma peau à laquelle je n'ai pas touché est celle sur mon crâne parce que je craignais que ça ait un effet sur mes cheveux. Je ne voulais pas en plus devenir chauve. La dernière partie à laquelle je me suis attaquée était mon visage parce que c'était la partie la plus visible et il était impossible de la cacher. Quand j'ai eu fini, j'ai décidé de ne plus cacher ce que j'avais fait. Après tout, personne ne pouvait m'arrêter maintenant. Et j'en avais assez de me cacher. J'ai donc mis une robe ce matin-là et je suis descendue. Ma mère était occupée à faire le ménage dans la cuisine, alors elle ne m'a pas vue. Je lui ai dit au revoir et je suis partie à l'école sans qu'elle remarque mon apparence. Mais à l'école, tout le monde a remarqué. J'étais rouge comme une tomate. On aurait dit que j'avais un énorme coup de soleil sur tout le corps. Si je pensais que les gens me dévisageraient avant, c'était encore pire maintenant. Les gens murmuraient entre eux et je savais qu'ils parlaient de moi. Sam et Lucie m'ont regardé avec des yeux écarquillés dès que je suis entrée dans la salle de classe. Je me suis assise à côté d'eux et ils m'ont tout de suite demandé ce qui avait bien pu m'arriver. Je leur ai expliqué ce que je faisais depuis des semaines. Et ils étaient horrifiés. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être fait une grosse erreur. Mais je refusais de l'admettre. J'ai essayé de l'ignorer et je leur ai dit qu'une fois que ma peau aurait cicatrisé, je serais normale, tout comme eux. Ils m'ont conseillé d'aller voir l'infirmière parce que je semblais vraiment mal en point. Je leur ai dit qu'ils réagissaient de manière excessive et nous avons eu une grosse dispute. Lucie a appelé ma mère dans mon dos et quand elle me l'a dit, je me suis énervée. Je lui ai dit qu'elle m'avait trahie et je suis partie en trombe. Aujourd'hui, je sais que mes amis faisaient ce qui était le mieux pour moi, mais à l'époque, j'avais l'impression qu'ils me tournaient le dos. Ma mère m'attendait à la sortie de l'école et elle a eu le souffle coupé dès qu'elle m'a vue. Elle m'a demandé ce que je m'étais fait à moi-même, et c'est à ce moment que j'ai vraiment eu peur. C'était clairement bien pire que je ne le pensais. J'avais tellement l'habitude de voir ma peau couverte de cloques que ça ne me paraissait pas si grave. Je me suis mise sur la défensive et me suis disputée avec elle toute la soirée, et puis avec mon père aussi. Je leur ai dit qu'ils ne me comprenaient pas, ni ce que je ressentais, et que j'en avais assez d'être différente, et que tout le monde se moque de moi. Pour la première fois, j'ai révélé à quel point j'étais déprimée. Et ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient voilés la face. Ils s'étaient tellement acharnés à faire tout leur possible pour que je me sente comme une fille normale et que je puisse vivre une vie correcte, qu'ils n'avaient pas remarqué le véritable effet que ma maladie avait fait sur moi. Je sais maintenant que la décision qu'ils ont prise était la bonne, mais à ce moment-là, j'avais l'impression qu'ils m'abandonnaient. Ils m'ont fait admettre dans un hôpital psychiatrique et je voyais un psychiatre 4 fois par semaine, tout en étant suivi par des médecins et des spécialistes de santé. Pendant cette période, mes nouvelles cicatrices sont apparues. Je devais aussi voir un dermatologue.
Il a annoncé à mes parents et moi que malheureusement, ces cicatrices ne disparaîtraient jamais. J'ai dû apprendre à assumer les conséquences de mes actes. Petit à petit, grâce à la thérapie et aux médicaments, j'ai commencé à aller mieux, pas physiquement mais mentalement. Mes thérapeutes étaient géniaux. Au début, je les considérais comme mes ennemis, mais j'ai compris qu'ils voulaient seulement m'aider. Le service de l'hôpital où j'étais était réservé aux adolescents. J'ai donc pu rencontrer d'autres personnes de mon âge qui avaient leurs propres problèmes. Voir que je n'étais pas la seule à souffrir m'a fait regarder le monde dans un nouvel angle. Je me suis aussi faite de nouveaux amis là-bas, ce qui était un grand soulagement. J'ai accepté ma maladie et mes cicatrices et j'ai appris à m'aimer comme je suis. J'ai pu rentrer à la maison avec mes parents et je me suis excusée auprès d'eux et de mes amis pour la façon dont j'avais agi. Ils ont été présents pour moi à chaque instant et je suis très reconnaissante. Je regrette sincèrement les décisions que j'ai prises et encore plus le fait d'avoir caché ce que je faisais à ma mère et à mon père. J'aurais pu obtenir de l'aide plus tôt et éviter beaucoup de problèmes. Je dois assumer les conséquences de mes bêtises, mais je sais que je vais pouvoir mener une vie bien remplie grâce à tout ce que j'ai appris durant mon séjour à l'hôpital psychiatrique. Je vois toujours un thérapeute une fois par semaine et je vais beaucoup mieux. Sam et Lucie et moi avons été acceptés dans la même université et nous allons partager le même dortoir. J'espère que c'est un nouveau début pour moi, loin de ma ville d'origine. Ça ne me dérange plus que les gens me dévisagent. Je les ignore et continue mon chemin. Si jamais je me sens triste, je sais que j'ai des personnes sur qui je peux compter au lieu de me faire du mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Bonjour, je m'appelle Alma et j'aimerais vous raconter comment je suis passée de noire à blanche. Je sais que ça semble fou, mais écoutez-moi. Je suis née dans une famille riche et aimante. Mes parents étaient formidables, ils étaient intelligents, gentils et toujours là pour moi. J'ai tellement appris d'eux et ils ont encouragé ma curiosité naturelle à chaque étape de mon parcours. Je sais que je voudrais être comme eux quand je serai grande. Ils possédaient une grande entreprise qui vendait des fournitures médicales et cela fonctionnait très bien. Ils avaient beaucoup d'employés et ils les ont toujours traités équitablement. Cela m'a appris comment je devais me comporter avec les autres. Quel que soit leur statut social et leur race, je devais toujours être gentil et poli envers eux. Maintenant, je dois admettre que nous étions une des rares familles noires dans mon quartier quand j'ai grandi. La plupart des enfants de mon école étaient blancs et je connaissais peu de gens qui me ressemblaient, à part ma famille. Honnêtement, je n'ai pas été confrontée à beaucoup de racisme pendant mes premières années. Il semble que tant que mes parents étaient riches, les gens ne s'en souciaient pas beaucoup. Je me suis fait des amis facilement et j'étais plutôt populaire dans mon école privée. Mes parents m'ont toujours poussée à faire de mon mieux et j'étais l'une des meilleures élèves de l'école. J'ai participé à de nombreuses activités parascolaires et j'ai même été présidente du conseil des élèves. Donc j'en faisais un peu trop. Tout allait changer pour moi un jour fatidique. Même si tout a commencé de manière si minime que personne ne l'a vu venir. Ce matin-là, je me suis réveillée comme d'habitude et j'ai pris une douche. Je me savonnais quand j'ai remarqué une tache plus claire sur ma peau, à côté de mon nombril. J'ai complètement paniqué. Vous voyez, ma peau était vraiment très foncée. Je n'étais pas une afro-américaine, à la peau claire et je ressemblais à mes parents. J'avais de longs cheveux noirs bouclés et des yeux assortis. Alors la tache claire sur mon ventre se voyait vraiment. Elle n'était pas brune, ni même caramel. Elle était pâle, comme la neige. Je me suis vite séchée et j'ai enfilé la première tenue que j'ai pu trouver, puis je me suis précipitée en bas, totalement stressée. Mes parents prenaient leur petit déjeuner en bas et ils m'ont demandé pourquoi je ne portais pas déjà mon uniforme scolaire. Je leur ai montré la tache claire sur mon ventre en leur demandant ce qui m'arrivait. Ils l'ont ignoré et m'ont dit que c'était quelque chose qui pouvait arriver et que je ne devais pas trop m'en faire. C'était une toute petite tache, de la taille de mon pouce. J'ai expiré avec un soulagement. J'avais eu si peur pendant un moment, mais la façon dont mes parents m'ont assuré que ce n'était rien de grave m'a fait me détendre immédiatement. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose, alors je ne savais pas comment réagir. Apparemment, ce n'était pas si inhabituel. J'ai donc remercié mes parents et je suis montée à l'étage pour me préparer à ma journée d'école. Lorsque je suis rentrée des cours plus tard dans la journée, j'ai décidé de faire une recherche sur ma tache blanche en ligne. Je savais que mes parents m'avaient assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais j'étais naturellement curieuse. Je voulais en savoir plus. Ce que j'ai trouvé sur Internet confirmait en gros tout ce que ma mère et mon père m'avaient dit. J'ai donc décidé qu'il valait mieux ne pas s'en préoccuper et laisser tomber la question. J'avais une petite tache blanche sur le ventre et c'était tout. Elle n'était même pas visible, sauf si je portais un bikini ou si quelqu'un me voyait nue. Donc ce n'était pas si grave. Quelques jours ont passé et rien n'a changé. Alors le problème a été rapidement oublié.
C'est ainsi que je me suis réveillée un matin de la semaine suivante et que j'ai remarqué que la tache avait changé. Elle n'était plus aussi grosse que mon pouce, mais plus grosse que mon poing. J'ai crié et je me suis précipitée en bas. Mes parents se sont souciés de mon glapissement, bien sûr, et ils m'ont demandé ce qui n'allait pas. Je leur ai montré mon ventre, et c'est là qu'ils ont commencé à s'inquiéter aussi. Une toute petite tache, ce n'était rien de grave, mais ça devenait de plus en plus gros. Ils ont immédiatement pris rendez-vous avec un dermatologue pour l'après-midi même. D'habitude, les gens mettent plus de temps à consulter un spécialiste, mais l'influence de mes parents m'a tout de suite fait passer en tête de la file d'attente. Le médecin a examiné ma tache et il nous a donné une excellente nouvelle. Nous n'avions pas à nous tracasser. Il avait déjà vu ce genre de marque auparavant. Cela pouvait se produire lorsque certains produits chimiques entraient en contact avec la peau, ou naturellement en raison de quelques problèmes mineurs liés à ma génétique. Je ne devais donc pas m'en inquiéter. C'était encore un grand soulagement. Le fait d'avoir un professionnel qui m'assure que je ne devais pas m'inquiéter m'a mise à l'aise. C'est sûr, mais je n'étais toujours pas heureuse d'avoir cette grosse tache sur le ventre. J'étais adolescente et un peu vaniteuse, alors vous pouvez imaginer ma frustration. Mes parents m'ont dit que je pouvais me couvrir de maquillage si ça me dérangeait tant que ça, mais que j'étais belle quoi qu'il arrive. Alors je ne devais pas trop y penser. Mais j'ai insisté, et c'est ainsi que ma mère m'a appris à utiliser des mélanges de maquillage pour couvrir la tache. J'avais l'intention d'utiliser cette technique si jamais je portais des vêtements qui révélaient mon ventre. Heureusement, tant que je portais une robe ou un t-shirt, personne ne le remarquerait. Je sais que je n'aurais peut-être pas dû m'inquiéter autant, mais le contraste était si flagrant. J'avais la peau si foncée, et puis cette grosse tache ronde était si pâle. On aurait dit que c'était la peau de quelqu'un d'autre. Alors j'ai essayé de passer à autre chose et d'oublier. C'était plus facile à dire qu'à faire. Mais à mesure que les jours se sont transformés en semaines et que la tache est restée de la même taille, je l'ai en quelque sorte acceptée comme faisant partie de mon corps. J'ai continué à aller à l'école comme d'habitude et j'ai même fait un petit voyage avec mon club de débat. Nous avons remporté la première place lors du concours. Et quand je suis rentrée, ma mère et mon père m'ont emmené dîner pour fêter ça. Tout semblait normal. Puis la veille de mon 17e anniversaire, mon monde a été bouleversé. Comme cela s'était déjà produit 2 fois auparavant, je me suis réveillée pour remarquer que ma peau sombre avait des taches blanches. Mais cette fois, ce n'était pas une petite tache ou un cercle de la taille d'un poing. La moitié de mon corps était complètement blanche. Tout était blanc comme neige, de mon ventre jusqu'en bas. Vous pouvez imaginer mon apparence. La peau sombre à partir de mes côtés, puis blanche comme un flocon de neige tout le long de mon corps. Ce n'était plus une tache, c'était toute la peau. J'ai poussé un cri à vous glacer le sang, et mes parents se sont précipités dans ma chambre immédiatement, pensant que j'avais eu une sorte d'accident. Quand ils m'ont vue, ma mère a failli s'évanouir. C'était impossible. Comment cela avait-il pu arriver? Mes parents m'ont immédiatement emmené voir le dermatologue. Ils n'ont même pas pris de rendez-vous. Ils m'ont juste conduite là-bas et ont exigé que je sois vue tout de suite. Le médecin a été choqué par ce qu'il a vu quand je lui ai montré mes jambes et mon ventre. Il était déconcerté. Il était clair qu'il ne savait pas ce qui se passait. Mes parents étaient furieux contre lui. Il leur avait dit que tout irait bien. Et maintenant, la peau de leur fille avait radicalement changé. Ils l'ont menacé d'un procès. Vous ne pouvez qu'imaginer à quel point ils étaient en colère. C'est alors que le médecin a appelé d'autres collègues et qu'ils ont commencé à me faire passer toutes sortes de tests. Certains étaient inoffensifs, d'autres un peu douloureux, mais je les ai tous subis. Je voulais savoir ce qui m'était arrivé et comment y remédier. Quelques jours plus tard, nous avons reçu des nouvelles dévastatrices. Mon état était irréversible. Nous ne pouvions rien y faire. Mon anniversaire était arrivé et reparti sans qu'aucun d'entre nous ait envie de le fêter. Mes amis de l'école m'ont envoyé des messages pour me demander où j'étais et pour me souhaiter un bon anniversaire. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'avais pas envie de parler à qui que ce soit. J'étais tellement déprimée et inquiète. Ma peau était si différente de ce qu'elle était avant. Je ressemblais à une personne complètement différente et il n'y avait aucun moyen de résoudre ce problème. Je vais être franche. J'ai pleuré pour m'endormir cette nuit-là. Et puis le matin est arrivé. Je me suis regardée dans le miroir en espérant que la tache blanche ne s'était pas étendue. J'ai été sidérée de voir à quoi je ressemblais. J'étais blanche. Complètement blanche de la tête aux pieds. Il ne restait rien de ma peau noire. J'ai commencé à pleurer et il m'a fallu un certain temps pour aller parler à mes parents. Je ne savais pas comment leur montrer ce qui s'était passé. C'était comme si leur fille était une toute nouvelle personne. Je ne leur ressemblais plus du tout. Je ressemblais juste à mes camarades de classe, avec des cheveux très bouclés. Finalement, je suis descendue et mes parents m'ont regardée en état de choc. Ma maladie rare avait pris possession de toute ma peau. Ils m'ont serré très fort dans leurs bras. Quand ils m'ont vue si bouleversée, ils m'ont dit qu'ils m'aimeraient toujours, quoi qu'il arrive. Après cela, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais retourner à l'école. J'en suis arrivée à manquer quelques semaines. Mais finalement, mes parents ont assisté pour que j'y retourne. J'ai dû apprendre à faire face à ce qui m'était arrivé et à affronter le monde qui m'entourait. Bien sûr, je voyais un thérapeute, mais ce n'est pas un remède magique. Il faut du temps pour traiter un changement aussi
aussi radical. Quand je suis retournée à l'école, les gens ne m'ont pas reconnue au début. Vous ne pouvez qu'imaginer leur réaction lorsqu'ils ont découvert qui j'étais. Beaucoup d'étudiants ont commencé à se moquer de moi, pensant que je l'avais fait exprès, que je voudrais être blanche et que j'avais payé pour que ma peau soit aussi pâle. J'ai essayé d'expliquer ma maladie, mais peu de gens m'ont cru. C'est moi qui ai mis le plus de temps à accepter mon nouveau moi. J'ai passé des semaines entières à me sentir vraiment déprimée, et même me lever le matin était un combat. Je ne me reconnaissais pas dans le miroir et je détestais me regarder. Je n'aimais pas la façon dont mes vêtements paraissaient sur moi. Mais peu à peu, j'ai commencé à accepter que ce qui m'était arrivé était irréversible. Il n'y avait pas de retour en arrière, et j'avais besoin d'avancer dans ma vie. J'ai été acceptée dans l'université de mon choix, et cela m'a quelque peu remonté le moral. Mais là, tout le monde pensait que j'étais blanche, alors ils ont été surpris quand je leur ai montré des photos de mes parents. Les gens me demandaient souvent si j'avais été adoptée. Lors d'un de mes cours, j'ai rencontré ce garçon extraordinaire, Marc. Il avait la peau foncée, tout comme ma famille. Nous avons commencé à sortir ensemble, et il m'a fait me sentir à nouveau heureuse et accomplie. Quand il m'a demandé en mariage, je lui ai révélé la vérité sur ma maladie et lui ai dit que si nous avions un jour des enfants, ils pourraient passer par le même processus. Il m'a dit qu'il s'en fichait et que si cela arrivait, au moins nous saurions comment faire face à cette situation. J'étais tellement soulagée qu'il n'ait pas flippé. Cela a prouvé qu'il était le bon garçon pour moi. Mes parents adorent vraiment mon fiancé et ils me soutiennent et m'aiment toujours autant qu'ils l'ont fait pendant toute mon enfance. Sincèrement, je me sens bénie, quelle que soit la couleur de ma peau. Marc et moi allons bientôt nous marier, et le mariage aura lieu au printemps. Merci de nous avoir regardés. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire et de regarder d'autres vidéos sur la chaîne.